À la fin de l'ère de l'Homo habilis, de nouvelles espèces humaines commençaient à coloniser l'Afrique. Il est étrange d'imaginer vivre dans un monde avec plusieurs espèces humaines, mais pendant une grande partie de l'époque du Pléistocène de l'ère Cénozoïque, c'est exactement ce qui se passait. Il y a 2 millions d'années, une nouvelle créature commença à révolutionner le règne animal, innovant de façon encore inimaginable à l'époque. Poursuivant la tendance à la marche debout qui avait été observée chez les premiers membres du genre Homo, cette nouvelle créature fut nommée Homo erectus, ce qui signifie homme debout. Alors que Homo habilis était adapté à la marche et à l'escalade, Homo erectus fit les premiers pas vers une vie entièrement vécue au sol. C'était un monde nouveau et étrange pour ces singes pionniers, et c'est leur comportement et leur mode de vie unique qui ont fait de cette espèce un symbole de l'évolution. Au fil de leur évolution, nos ancêtres devenaient de plus en plus intelligents, plus puissants et plus prospères. Aujourd'hui, nous allons explorer tous les aspects de la vie d'Homo erectus. Qu'est-ce que c'était ? À quoi ressemblait-il ? Comment agissait-il et comment vivait-il ? À quoi ressemblait le monde à l'époque où il vivait ? Ce sont toutes des questions pour lesquelles nous devrons plonger profondément dans l'époque du Pléistocène afin d'y répondre. Une époque de paysages spectaculaires et vierges, d'animaux mégaphoniques dangereux et de sociétés nouvelles et étranges des premiers humains. Rejoignez-nous alors que nous découvrons l'incroyable histoire de Homo erectus. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, Homo habilis, une espèce qui a précédé Homo erectus, aurait probablement eu l'air étrange si vous aviez habillé un individu avec des vêtements modernes et lui aviez demandé de marcher dans la rue. Avec son corps velu de singe et ses longs bras, vous reconnaîtriez probablement que cet individu n'appartient pas à l'espèce Homo sapiens. Cependant, vous ne pourriez peut-être pas en dire autant d'Homo erectus. Bien qu'il soit plus velu qu'un homme moderne, la forme générale de l'être humain avait été maîtrisée par l'évolution sous la forme d'Homo erectus. Comme son nom l'indique, cet hominidé marchait debout d'une manière assez similaire à celle des humains modernes. Homo erectus n'aurait pas ressemblé exactement à un être humain moderne. Il y avait des différences notables, mais de manière générale, cette espèce fut la première du genre Homo à ressembler beaucoup à vous et moi. Les différences se trouvent principalement dans la structure faciale de Homo erectus. Un front proéminent, un front incliné et des mâchoires avancées auraient encore été des caractéristiques clés permettant de distinguer un humain moderne de cet homme primitif. Le visage de Homo erectus était également nettement plus plat que le nôtre, à l'exception du nez. Cet hominidé fut la première espèce humaine à posséder un nez qui dépassait du visage, une évolution en réponse au changement de l'air. À mesure que l'air devenait plus sec, les nez des hominidés devenaient plus grands, permettant à ces premiers hommes et femmes de retenir davantage d'humidité dans des environnements autrement arides. Cela leur a permis d'habiter une grande variété de régions et Homo erectus fut, tout au long de son existence, une espèce d'hominidé très prospère. Les mâles et les femelles de l'espèce étaient à peu près de la même taille, les adultes mesurant entre environ 1,20 m à l'extrémité la plus petite et 1,80 m à la plus grande. Les hominidés sont devenus plus grands au cours de leur évolution. Vous remarqueriez certainement une différence de taille distincte entre l'Homo sapiens moyen et l'Homo habilis moyen, par exemple. Mais cela a presque commencé à stagner lorsque Homo erectus est apparu sur la scène. Non seulement leur corps était peut-être plus modernisé, mais leur cerveau l'était aussi. La taille du cerveau d'Homo erectus
dépassait largement celle des espèces d'hominidés précédentes, comme Homo habilis et les australopithèques. La capacité cérébrale, cependant, progresse au fil du temps qu'Homo erectus passe sur Terre. Les premières populations de l'espèce indiquent que le développement du cerveau s'arrêtait durant les premières phases de l'enfance, limitant considérablement la capacité de l'espèce à apprendre tout au long de la vie. Les individus de ces anciennes populations atteignirent une maturité mentale à un très jeune âge, tandis que les populations plus récentes continuèrent généralement à s'adapter mentalement jusqu'à des stades plus avancés de la jeunesse, de manière plus similaire aux humains modernes. Cela a permis à l'espèce d'apprendre à un rythme régulier, augmentant la capacité mentale d'Homo erectus et, en fin de compte, favorisant la progression d'une intelligence supérieure au sein du genre. Il existe un débat quant à savoir si Homo erectus aurait émergé d'une population d'Homo habilis il y a environ 2 millions d'années, mais il existe des preuves que les deux espèces ont coexisté, au moins pendant une période relativement courte à l'échelle géologique de l'époque du Pléistocène. Cette période relativement courte représentait tout de même un demi-million d'années, ce qui est extrêmement long. Pour les lignées individuelles et les populations, ce qui semble plus probable, c'est la théorie dominante selon laquelle une population particulière d'Homo habilis aurait pu être isolée par une barrière géographique physique en Afrique. Il s'agissait peut-être d'une zone de terre inhospitalière, comme un cours d'eau, une chaîne de montagnes ou un désert. Au fil du temps, les groupes d'Homo habilis dans le reste de l'Afrique ont continué à prospérer, vaquant à leurs occupations quotidiennes en fouillant les plaines de l'Afrique subsaharienne. Pendant ce temps, cependant, la population isolée d'Homo habilis évoluait, s'adaptant progressivement par le biais de la sélection naturelle au nouvel environnement dans lequel elle s'était retrouvée enfermée. Ils auraient adopté de nouvelles apparences, de nouvelles adaptations, et finalement, après un certain temps, cette population d'Homo habilis aurait évolué au point où, logiquement, la science ne pourrait plus du tout les décrire comme des Homo habilis. Avec leur posture droite, leur corps peu poilu, et leur nouvelle structure faciale, Homo erectus est né, selon la théorie. Le débat est toujours en cours et nous pourrions découvrir à l'avenir ce qui a provoqué l'apparition d'Homo erectus. Homo erectus a persisté sur Terre jusqu'à il y a un peu plus de 100 000 ans. Alors qu'il disparaît des archives fossiles, d'autres espèces humaines commencent à apparaître. On pense que Homo erectus a été l'ancêtre direct de deux espèces très importantes du genre Homo, Homo heidelbergensis, qui était présent principalement en Europe, et Homo antecessor, qui est sans connu principalement grâce à des dépôts dans la péninsule ibérique et en Europe de l'Est. Homo heidelbergensis et par conséquent Homo erectus sont particulièrement importants pour notre évolution, car heidelbergensis a donné naissance aux principales espèces humaines du Pléistocène tardif. Homo neanderthalensis, les Néandertaliens, Homo denisova, les Denisoviens, et Homo sapiens, autrement dit nous. La dernière présence d'Homo erectus fut une petite population qui a subsisté sur l'île indonésienne de Java. La sous-espèce était connue sous le nom d'Homo erectus soloensis, avec les tout derniers spécimens datant d'environ 108 000 ans. Il est possible que ces populations aient donné naissance aux espèces d'Homo insulaires, Homo floresiensis et Homo luzonensis, la première étant la célèbre espèce humaine naine insulaire, bien plus petite que l'homme ou la femme moderne moyen. Le changement climatique a peut-être joué un rôle dans la disparition d'Homo erectus, en particulier chez les populations qui ont persisté à travers l'Asie alors que les groupes occidentaux avaient en fait disparu.
Homo erectus soloensis a probablement fini par disparaître lorsque le changement climatique a transformé la savane arborée, préférée par Homo erectus en forêt tropicale, un environnement plus adapté aux petites espèces insulaires. Les populations qui n'ont pas évolué en de nouvelles espèces n'ont pas pu s'adapter à temps et ont péri lors de ce changement. Homo erectus est remarquablement la première espèce d'hominidés à avoir quitté l'Afrique pour partir à la conquête du monde. Des spécimens sont connus dans une grande partie de l'Eurasie et de l'Afrique. On sait que le continent africain a abrité d'immenses populations de ces hominidés, et des fossiles ont été découverts dans presque toute l'Afrique, à l'exception de la région orientale du Sahara. La moitié occidentale de la péninsule arabique a été colonisée, et on sait que des populations ont voyagé aussi loin vers le nord depuis cette région jusqu'en Turquie. Certains groupes d'Homo erectus se sont séparés en voyageant vers le nord et se sont installés en Asie du Sud, du Sud-Est et de l'Est, avec des populations qui ont persisté au Pakistan, en Inde, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, en Chine et dans la péninsule coréenne. Certaines populations ont même réussi à se déplacer vers le nord, depuis la limite de ce qui est aujourd'hui le Maroc, jusqu'en Europe, en passant par la péninsule ibérique, traversant l'Espagne et le Portugal pour atteindre l'Europe de l'Ouest. Des individus d'Homo erectus sont connus en France, en Angleterre et à la pointe sud de l'Italie, montrant que cette espèce a réussi à s'étendre largement au cours de son existence. Le plus lointain Homo erectus, connu depuis le continent africain, a atteint l'île de Java en Indonésie il y a environ 1 500 000 ans. Et un certain fait remarquable, 2 populations y sont connues. Des dents découvertes dans la région, légèrement plus grandes que les spécimens plus anciens, indiquent qu'il pourrait y avoir eu un second groupe d'Homo erectus qui s'est répandu à travers Java quelques centaines de milliers d'années plus tard, ce qui suggère que les populations d'Homo erectus étaient constamment en mouvement, colonisant et découvrant de nouveaux territoires vers l'est. Au fur et à mesure qu'Homo erectus voyageait, des sous-espèces distinctes ont commencé à apparaître à mesure que les populations devenaient isolées et bien définies. Plusieurs sous-espèces distinctes sont répertoriées à différents endroits du territoire géographique d'Homo erectus. En Chine, nous trouvons l'homme de Pékin. L'Asie du Sud-Est est connue pour l'homme de Java. L'homme de Tutuvel peut être trouvé dans les populations européennes et Homo erectus ergaster a été découvert parmi les groupes qui ont choisi de rester ou de retourner en Afrique. Le dernier, Homo erectus ergaster, est une créature qui a fait l'objet de nombreux débats scientifiques pour savoir s'il s'agit d'une sous-espèce à part entière, Homo ergaster, ou si Homo erectus ergaster n'est tout simplement qu'une sous-espèce de Homo erectus. La taxonomie peut être un véritable champ de mines, rempli d'espèces, de sous-espèces et de genres, et les scientifiques sont constamment en désaccord sur leurs opinions. Mais à l'heure actuelle, il semble qu'Ergaster soit probablement une sous-espèce d'Erectus, et non une espèce à part entière. De façon étonnante, Homo erectus est connu pour avoir peut-être pratiqué le premier langage verbal, ou proto-langage, dans le règne animal. Il n'est toujours pas clair s'il s'agissait d'un véritable langage pleinement formé et fonctionnel, mais il semble que ces créatures étaient capables d'un type de communication avancé, au-delà des grognements, des cris et des signaux de démonstration de leurs ancêtres. L'exemple le plus connu d'Homo erectus, lorsqu'on aborde les sujets liés à la parole, est un os hyoïde découvert dans la région de Castel di Guido, en Italie. Cet os a une forme de barre, similaire à la structure des os hyoïdes des humains modernes, plutôt qu'à celle des singes. Cependant, malgré cela, il ne présente pas les empreintes musculaires qui auraient continuellement marqué l'os lors de l'utilisation vocale.
La présence de cet os, ainsi que l'absence de développement suffisant pour une parole moderne, implique que bien que Homo erectus ne pouvait probablement pas parler une langue aussi sophistiquée que celle qui existe aujourd'hui, il était probablement capable d'articuler sa voix dans des appels et des bruits qui semblaient beaucoup plus humains que ceux produits par Homo erectus. Des sons étrangement humains, rappelant des mots modernes, pouvaient émerger de la gorge des individus Homo erectus alors qu'ils parcouraient la terre ou communiquaient entre eux lors des chasses. Théorie scientifique moderne suggère que les Néandertaliens et les humains modernes ont hérité de la parole d'un ancêtre commun, qui pourrait bien avoir été Homo erectus. Mais il semblerait que ce soit Homo heidelbergensis, l'espèce qui a fait le lien entre Erectus et Neanderthalensis, qui ait été le premier d'entre nous à véritablement parler. La plupart des spécimens d'Heidelbergensis qui montrent des preuves de la parole ont été découverts dans des régions similaires en Espagne. Peut-être que c'était le berceau du langage. Un autre point intéressant à souligner concernant Homo erectus concerne ses habitudes alimentaires. Alors que Homo habilis était un charognard, prélevant de la viande sur des carcasses dans les vastes plaines ouvertes d'Afrique, Homo erectus était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Les sites archéologiques concernant Homo erectus ont été associés à la consommation de grands mammifères. Plus précisément des antilopes, des porcs et du bétail. Mais dans certaines circonstances, le gros gibier était privilégié. On sait que des groupes d'Homo erectus chassaient systématiquement des animaux aussi grands que des rhinocéros, des hippopotames et des éléphants, et ils étaient suffisamment intelligents pour le faire efficacement en équipe. Ils pourraient aussi avoir été la première espèce humaine à vivre selon un régime de chasseurs-cueilleurs, car des populations d'Homo erectus en Israël ont été associées à la consommation de plus de 50 types différents de fruits et légumes, ainsi que de noix et de graines. Le régime alimentaire changeait vraisemblablement de façon drastique, selon les types d'aliments disponibles dans les différents endroits où l'on trouvait Homo erectus. Il est probable que de plus grandes créatures étaient chassées en Afrique, tandis qu'au nord, en Europe, et à l'est, en Indonésie, les régimes alimentaires auraient été très différents. Les mammifères n'étaient pas les seules créatures au menu. Des restes de poissons, de tortues, de crocodiles et d'amphibiens montrent également des signes évidents de prédation par Homo erectus. À ce stade, nos ancêtres commençaient à montrer que c'était l'intelligence et non la force brute qui permettait d'atteindre le sommet de la chaîne alimentaire. Pour pouvoir consommer et chasser une aussi grande variété de sources de nourriture, il fallait être capable de fabriquer des outils. Sans eux, Homo erectus avait peu de chances d'abattre un éléphant ou un hippopotame. L'industrie lithique acheuléenne est étroitement associée à cette espèce humaine, et Homo erectus fut le premier de nos ancêtres à se procurer des armes mortelles. Parmi les objets mis au jour sur les sites de fouilles archéologiques figurent des hachettes en pierre, des couteaux, des premières piques et des couperets. Ces outils auraient été inestimables pour préparer la nourriture, mais Homo erectus est allé plus loin et a probablement utilisé certains de ces outils pour couper du bois. Les premiers de ces outils en pierre acheuléens proviennent de l'ouest du Turkana, dans ce qui est aujourd'hui le Kenya. Des outils en pierre oldoïens plus anciens, utilisés par Homo habilis, ont été découverts sur le même site, ce qui indique une transition entre les deux styles. Cela coïncide avec il y a environ 1,5 million d'années, soit seulement quelques centaines de milliers d'années après l'apparition d'Homo erectus sur la scène. Ces nouveaux humains étaient en effet intelligents, et ils ont laissé leur empreinte sur le monde pour le prouver.
Certaines Enfantoan, des sous-espèces ultérieures d'Homo erectus à Java, ont même réussi à concevoir et à utiliser des bolas, un outil en pierre sophistiqué fabriqué à partir de ficelles et de pierres qui frappe et immobilise les proies lorsqu'il est lancé. Cependant, Homo erectus possédait une arme dans son arsenal, qui surpassait technologiquement toutes les autres, le feu. Pour la première fois, nos ancêtres l'utilisaient et le contrôlaient, ce qui allait révolutionner le monde. Notre vidéo précédente sur la découverte du feu explique en détail comment les premiers humains ont pu apprendre à maîtriser la puissance du feu. Mais Homo erectus, encore une fois au Kenya, sont connus pour avoir été les premiers humains à transporter le feu de la nature vers leur campement ou leur grotte. En découvrant quels matériaux brûlent plus lentement que d'autres, ainsi qu'en trouvant la bonne façon de frapper les pierres pour créer une étincelle, Homo erectus aurait été capable d'allumer le feu, et pas seulement de l'utiliser. Cela aurait été un véritable système d'essais et d'erreurs, où la technologie était perdue et retrouvée à travers différents endroits et générations, à de multiples reprises. Mais finalement, vers la fin de la période évolutive de l'Homo erectus, le feu semble être devenu une constante dans les archives archéologiques humaines. Alors, lorsque vous vous réchaufferez près du feu cet hiver, vous saurez à qui vous devez finalement dire merci. Le feu était utilisé à de nombreuses fins. La chaleur, la lumière et peut-être même le divertissement au début. Mais principalement, le feu aurait été utilisé pour préparer les premiers aliments cuits. Des outils étaient utilisés pour couper ou préparer des aliments durs, qui étaient ensuite ajoutés au feu pour améliorer le goût, augmenter la valeur nutritionnelle, ou même rendre certains aliments propres à la consommation. L'essai et l'erreur ont probablement encore joué un rôle important dans la façon dont cela a été découvert, mais Homo erectus a été l'un des premiers chefs du genre Homo. Non seulement Homo erectus a maîtrisé des outils avancés et le feu, mais il est également connu pour avoir construit des habitations rudimentaires. Des structures dispersées ont été retrouvées en Afrique, bien que les scientifiques ne sachent pas à quelle espèce d'Homo elles doivent être attribuées. En nous aventurant vers le nord, en Europe, nous pouvons voir des exemples d'abris rudimentaires dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et la France, ainsi que la République tchèque. Mesurant environ 3 mètres sur 4 mètres et à peu près 2 mètres de haut, il s'agissait de demeures très simples, construites en manipulant des branches pour former un toit, reposant sur d'autres branches servant de support ou de poteaux. Ces supports étaient décalés dans un mélange de pierre et et de boue à la base, ce qui formait un type de construction très rudimentaire. Celle-ci pouvait avoir servi de base d'empoé, temporaire en hiver pour protéger Homo erectus de la neige et de la pluie intense. On attribue même à Homo erectus la création des premiers exemples d'œuvres d'art ou d'activités rituelles. On sait que certains individus ramassaient intentionnellement de l'ocre rouge qui aurait pu être utilisé ou non comme peinture corporelle lors d'activités sociales ou de chasse. Dans la région de Zhukudian en Chine, où évoluait l'homme de Pékin, on a découvert des sites indiquant que des crânes d'Homo erectus avaient été fracassés, peut-être par des membres de la même espèce. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour déterminer exactement ce qui s'est passé, mais certains scientifiques ont avancé l'idée que ces individus auraient été tués intentionnellement afin de consommer le cerveau des victimes, ce qui donnerait un début macabre à un éventuel système de croyances ou à des comportements rituels. Il est également possible que des animaux charognards aient contribué à cela, mais les scientifiques débattent encore de la question. En ce qui concerne leur art, Homo erectus est crédité de la première sculpture d'une figure humaine. La Vénus de Tantan, vieille d'environ 500 000 ans, a été créée par un individu erectus dans ce qui est aujourd'hui le Maroc,
montrant que cette espèce avait une certaine compréhension de la conscience de soi ou de la créativité. On ne sait pas s'il s'agit d'un autoportrait, d'une sculpture d'un ami ou de celle d'une puissance supérieure perçue. Homo erectus a prospéré sur une vaste étendue de 4 continents différents tout au long de son existence, et dans ces régions, il y avait une grande fluctuation de la flore et de la faune locale. Le premier Homo erectus a évolué dans les plaines ouvertes d'Afrique. Et en se répandant sur différents continents, ils auraient rencontré des environnements nouveaux et étranges qui leur étaient inconnus. Au nord, ils auraient rencontré le puissant désert du Sahara avant d'atteindre les côtes de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée. Des régions plus froides, montagneuses ou boisées, les attendaient à travers le continent européen vers le nord, tandis que les forêts tropicales et les savanes ouvertes leur auraient permis de prospérer plus au sud en Afrique. En s'aventurant vers l'est, ils auraient rencontré des forêts tropicales humides et des bois plus ouverts, ainsi que de vastes plaines, des zones humides et des côtes dans le sous-continent indien. Des régions montagneuses se seraient ouvertes à eux dans le sud de la Chine, et des archipels ainsi que des zones humides fluviales auraient été traversées en Asie du Sud-Est. Dans ces environnements, toute une multitude de nouvelles créatures évoluaient, offrant à la fois de la nourriture et de grandes menaces à nos ancêtres Homo erectus. En Afrique, une terre peuplée d'étranges grands herbivores et de félins carnivores mortels, nos ancêtres vivaient dans un état de danger quasi permanent. Des éléphants, comme Paléoloxodon, parcouraient ces plaines. L'une des espèces effectivement chassées par ces premiers hommes et femmes. Des espèces d'aujourd'hui éteintes d'animaux modernes auraient également été abondantes. Des chevaux, des antilopes, des hippopotames, des rhinocéros et même certains ancêtres préhistoriques de la girafe. Cependant, d'autres créatures africaines étaient un peu moins reconnaissables. Nos ancêtres ont peut-être chassé de petits troupeaux de Coplicorus, une espèce de porc étrange vivant dans les forêts, semblable aux cochons de rivière rouge d'aujourd'hui. Sorti. Dans l'Atlantique, abondant à l'Oligocène et au Miocène, et Psilotherium était un grand herbivore étrange, qui aurait peut-être figuré au menu de certaines des premières populations d'Homo erectus. Un danger majeur dans les plaines d'Afrique pour nos premiers ancêtres aurait été le grand prédateur Homotherium. Aujourd'hui éteint, ce prédateur accro est communément appelé un Ascendtor, un chat à dents de cimeterre, et il aurait probablement été capable d'abattre des membres sans défense, faibles ou isolés des populations d'Homo erectus qui conquéraient le monde à cette époque. En voyageant vers le nord par la péninsule ibérique, toute une série d'autres créatures auraient été rencontrées. Des populations intactes de cerfs auraient couru à travers les champs et les bois de cette nouvelle terre, peut-être poursuivies par des loups ou d'autres prédateurs. L'Europe, d'un point de vue paysager, n'aurait peut-être pas semblé très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais plusieurs créatures étranges ont rejoint Homo erectus sur cette terre. D'énormes castors, comme Trogontherium, auraient élu domicile le long des cours d'eau et des lacs rencontrés par nos ancêtres, tandis que des attaques occasionnelles du grand mustélidé Anhydrichthus avaient lieu. Ces grandes créatures, ressemblant à des blaireaux à miel, auraient été au mieux une nuisance, mais auraient pu s'avérer mortelles pour les membres jeunes ou malades du groupe. L'existence du célèbre et puissant rhinocéros laineux, ou Coelodonta, coïncide également avec l'arrivée de Homo erectus en Europe. Il est tout à fait possible que certains de nos premiers pionniers européens ont croisé le regard de ces créatures majestueuses comptant dans les vastes plaines. Les paysages dramatiques et variés de l'Asie auraient amené avec eux toute une multitude de créatures.
avec lesquels nos ancêtres devaient composer. Les cerfs, les antilopes, les porcs, les bovins et les moutons auraient été dispersés avec la présence plus dangereuse des léopards, des tigres et des chiens sauvages, qui auraient représenté une menace majeure pour les premiers colons de ces régions. Qu'ils le sachent ou non, Homo erectus aurait également rencontré de nombreux ancêtres à lui, des primates, sur le chemin vers l'Asie, à travers les différentes espèces de singes qui prospéraient dans les arbres. Un primate, cependant, se dressait plus haut que tous les autres. Nos premiers ancêtres Homo erectus auraient effectivement rencontré le puissant Gigantopithèque, la plus grande espèce de primate ayant jamais existé. Ce parent éteint de l'orang-outan aurait déambulé dans les forêts de Chine à peu près à la même époque où les premiers Homo erectus traversaient la région, ce qui aurait été un spectacle vraiment impressionnant. On sait également que les populations d'Homo erectus en Indonésie ont coexisté avec et ont peut-être contribué à l'extinction locale de Toornst Deutsch Ombele Antrotar. Megalocales, une espèce de tortue géante originaire de la région. Il ne fait aucun doute que l'apparition d'Homo erectus marque le moment où nos ancêtres sont devenus visiblement reconnaissables en tant qu'êtres humains. Homo habilis et même les australopithèques qui les ont précédés leur ressemblèrent effectivement. Mais la démarche bipède, les traits du visage avancé et les habitudes vocales possibles de l'erectus auraient prouvé sans aucun doute de leur vivant qu'il s'agissait de personnes capables de pensées et d'émotions avancées. La découverte du feu, l'utilisation de haches et de couteaux en pierre, ainsi que leur capacité à s'exprimer par l'art, font se demander ce que cela aurait été de rencontrer l'un de ces premiers hommes, ou femmes, en chair et en os. Comment une telle rencontre se serait-elle déroulée ? Reconnaîtraient-ils les similitudes entre eux et vous ? Avec assez de temps, pourriez-vous apprendre à les connaître et même communiquer ? Ce sont des questions auxquelles nous ne pourrons peut-être jamais répondre, malheureusement. Mais grâce à un travail archéologique persistant et à l'étude, nous pourrons peut-être dresser un tableau plus clair de la façon dont ces premiers hominidés vivaient leur vie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à les remercier. Ceux d'entre vous qui ont regardé notre vidéo sur la découverte du feu savent à quel point de nombreuses inventions modernes reposaient sur la découverte du feu il y a toutes ces années. Au final, cette vidéo n'existerait pas sans le premier Homo erectus qui a innové de la manière dont il l'a fait. Nos ancêtres ont peut-être disparu depuis longtemps, mais ils sont bien vivants dans notre technologie moderne et nos modes de vie, même si cela n'est pas évident au premier abord.